Ce soir, nous espérons de plonger dans tous ces aspects de ce que ça signifie d'être témoin de l'histoire. Nous allons parler avec 4 experts pour entendre parler de leur travail et de leur point de vue sur le monde changeant autour de nous. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous présenter nos 4 panélistes exceptionnels. Le Dr. Laura Madokoro est historien et professeur au département d'histoire à l'Université Carleton. Elle fait des recherches en ce moment sur l'histoire des sanctuaires en Amérique du Nord. Alors, bienvenue, le Dr. Madokoro. Le Dr. Adele Perry est un historien des colonisations qui a enseigné à l'Université de Manitoba depuis 2000. Sa recherche s'intéresse aux histoires de genre, de race et de colonisation dans l'ouest du Canada au 19e et 20e siècle. Bonjour Adèle. Diplômé de la faculté de droit de l'Université de Montréal, Maître Simon Tillev est président de Force Jeunesse. Il a consacré le début de sa carrière à la défense des droits de la communauté étudiante et de l'accessibilité à l'enseignement supérieur en occupant différentes fonctions dans des syndicats étudiants au Québec comme au Canada. Bonjour, Simon. Bonjour. And finally, Dr. Cheryl Thompson, an assistant professor in the School of Creative Et Industry. finalement, le Dr. Cheryl Thompson, professeur dans l'École d'industrie créative à l'Université Ryerson. Elle est en ce moment sa recherche financée par le SHRC, le Dr. Thompson, explore comment les journaux de Toronto ont parlé de théâtre là où les Blackface Minstrels se faisaient entre les années 1870 et 1930. Alors, bienvenue, Dr. Thompson. Bonsoir and welcome to you all to this great important conversation. And I remind Bienvenue à vous tous. Et je vais vous rappeler qu'à chaque fois, à n'importe quel moment, vous pouvez poser des questions en revenant à la première page où vous pouvez avoir le bouton de questions et réponses. En revenant dans la page principale du début où il y a encore le bouton, la boîte pour poser des questions, où vous pouvez garder les deux boîtes ouvertes et la vidéo et le Q&A. So I'd like to start by... Alors, je vais commencer en vous accueillant tous et en posant cette question qui est fondamentale ce soir. Ce forum s'appelle Témoin d'histoire, vit dans des temps exceptionnels. J'aimerais commencer avec Laura. Laura, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Merci Fabienne, bonsoir tout le monde. Thank you so much for the invitation to participate. Merci pour cette invitation et l'occasion de répondre à la question en premier. J'aurais aimé laisser passer les autres panélistes avant moi, mais je vais quand même y aller. C'est une question très importante. Je dois dire que je parle ce soir de ma maison à Ottawa, qui est sur le territoire traditionnel de la nation algonquin, et je voudrais exprimer ma gratitude profonde à l'aîné Commander pour son accueil généreux qui a donné le ton pour toute la soirée. Alors, la question de qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans des temps exceptionnels et d'être témoin de l'histoire, je pense que c'est une question importante, mais pour moi, c'est comme une pétition de principe. Pourquoi est-ce qu'on vit et pourquoi est-ce que nos temps exceptionnels devraient être différents de l'histoire qui nous a précédés? Une des choses qui m'a vraiment rendu humble, et durant la dernière année, non seulement à cause de la pandémie, mais à cause de différents mouvements sociaux et différentes formes d'activités politiques, c'est un sens de jusqu'à quel point je suis ignorante à propos de qu'est-ce que les autres gens vivent. Peut-être que je m'imagine les expériences de mes voisins, mais toutes nos expériences ont été tellement différentes. Et moi, je pense que c'est une leçon très importante pour les historiens alors que nous regardons le passé pour essayer d'en tirer des conclusions à propos de qu'est-ce que les gens vivaient il y a 100 ans ou il y a 10 ans. C'est même difficile pour nous de présumer de savoir qu'est-ce que les gens vivent en ce moment. Alors, cette idée d'avoir des temps exceptionnels, ça m'a rendu particulièrement conscient de jusqu'à quel point toutes les expériences sont différentes. Et on peut chercher des solidarités, des affinités, mais je pense qu'il faut aussi garder en tête que nous avons tous des circonstances très différentes, des priorités très différentes et différentes façons de négocier
nos vies au quotidien. En ce moment, ce terme histoire, bon, ça réfère au passé, mais qu'est-ce que ça fait qu'on reconnaît, qu'on vit dans un moment historique en ce moment? Bon, avant de poser cette question, est-ce que vous pensez que nous sommes en train de vivre dans un moment historique en ce moment? Oui, absolument. Bon, en ce moment, ça peut être plus facile de s'éloigner du fait que nous vivons et que nous écrivons l'histoire en ce moment, parfois de façon qu'on peut suivre, parfois de façons sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Mais certainement, la pandémie est un moment où l'historicité de nos propres vies est très claire. Et ça, c'est un bon rappel pour nous tous de penser aux façons comment comment le passé et le présent ne sont jamais entièrement séparés. Et l'histoire n'est pas quelque chose qui se termine clairement. C'est la seule chose qui peut expliquer toutes les choses dont nous parlons durant cette réunion, que ce soit le racisme anti-asiatique associé au début de la pandémie ou que ce soit la crise en cours de violence anti-noire ou que ce soit la crise de racisme structurel contre les peuples autochtones et qui a été montré si clairement des cas de grande négligence médicale et de racisme qui ont mené aux morts comme Joyce Ashcon il y a quelques semaines. Tous ces événements n'ont de sens et peuvent seulement être compris et rendus clairs et lisibles, entre guillemets, si on comprend que notre propre présent est façonné par le passé. Et c'est un moment où on peut le voir. Et je pense que c'est très puissant. Et j'espère qu'on pourra utiliser ces leçons au-delà de ce moment-ci. Ça met la table pour la question que je vais vous poser parce que on parle beaucoup de conséquences involontaires, un peu indirectement comme Laura et Adèle l'ont dit tout à l'heure. Comment pouvez-vous parler des conséquences involontaires de cette crise en général, enfin des crises certains des défis et des opportunités qui découlent des périodes de crise en général et puis celle-ci en particulier? Absolument, c'est une question super intéressante. Une crise vient tellement chambouler une société dans tous ses fondements qu'elle a un effet beaucoup plus large que ses simples conséquences premières. Pour moi, il y a des conséquences très positives de ça. Il y en a d'autres qui sont plus malheureuses, mais ça a donné lieu, la crise, la COVID, à des épisodes de solidarité que je trouve absolument extraordinaires. Ça a tissé les communautés. On avait un défi commun à relever et je trouve ça formidable de voir comment les gens se sont soudés, se sont entraidés. Il y a des exemples fréquents de personnes âgées qui vivaient seules. On voyait les gens dans leur quartier aller faire des courses pour elles pour éviter qu'elles sortent, cuisiner pour les gens qui étaient malades, qui ne pouvaient pas sortir, qui étaient des personnes vulnérables. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ça. Puis le genre de crise comme on l'a vécu fait ressortir ces beaux côtés-là de l'être humain, d'entraide puis de solidarité. Par contre, une crise comme ça fait aussi ressortir les inégalités dans notre société, les dysfonctions de certains systèmes, et ça affecte particulièrement les personnes qui sont les plus vulnérables. Donc, ce qu'on a vu, c'est que certains groupes étaient plus difficilement touchés pour toutes sortes de raisons, de facteurs historiques, de facteurs sociaux, de facteurs économiques. Et on dirait que ça nous a comme exposés à ça. Je pense qu'on a pris conscience que certains groupes avaient été durement touchés. Et là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de venir en aide à ces communautés-là, puis s'assurer de régler les inégalités pour éviter que ce genre de situation-là les affecte aussi gravement. Donc, c'est voilà. Ça, pour ne pas creuser les inégalités. Cheryl Thompson, Cheryl? Je ne vais pas retraduire tout ce que Simon vient de dire parce que je sais que nous avons la traduction simultanée, mais il parlait un peu de la solidarité que nous avons découverte malgré cette crise. Toutefois, il y a beaucoup d'inégalités qui aussi sont révélées, si on peut dire. Et je voudrais vous demander, pouvez-vous parler un peu des connexions entre les crises et l'activisme
parce que c'est une occasion pour nous aujourd'hui de changer des choses, pour faire des changements. Oui, je ne veux pas déprimer tout le monde parce qu'on a commencé avec des choses positives avec une aînée. Et il y a une différence entre la réponse ou la réaction. Et en temps de crise, on réagit simplement. C'est ah, je dois faire ah mon Dieu, tout à coup, on va constituer un comité et on va faire tel comité. Non, c'est une réponse réactive, en fait, une réaction. Si vous voulez apporter un changement, le changement vient après une réflexion, quand on se pose soi-même des questions, quand on voit le- la crise comme étant un enjeu qui est là depuis longtemps, pas quelque chose qui arrive soudainement du jour au lendemain. Et vous vous rendez compte que, en fait, un changement va probablement s'étaler sur les 10 ans après la crise. Pas, ah mon Dieu, quel été en janvier, tout est réglé. Non. Alors, en ce qui me concerne, je vois ces moments de crise comme étant, en fait, j'aime bien les analogies, je les considère comme euh, quand on a un éclair, une grosse lumière qui ne s'allume que quand quelqu'un s'approche de la maison. Vous voyez, un détecteur de mouvement de la maison. Et là, ça s'allume, c'est tellement fort qu'on peut tout voir. C'est ça, une crise. La lumière, elle est là, elle est toujours là, mais elle ne s'est pas allumée. Mais là, tout à coup, elle s'allume et on voit plein de choses qui s'illuminent. Et après quelque temps, oups, elle se ferme et c'est noir encore. C'est ça une crise. La question est donc de savoir comment garder la lumière ouverte pour que c'est pas juste quand quelque chose arrive qu'elle s'allume en réaction finalement à un mouvement. Comment faire? Il faut communiquer constamment. Pour moi, une des choses que j'ai remarquées dans la pandémie, et c'est vrai, oui, oui, on en parle sur le racisme, les inégalités, évidemment, les injustices, surtout les choses dont on parle, pas au sujet des aînés, les aînés, là, on parle des aînés tout à coup, on parle des résidences pour personnes aînées. Alors, là, maintenant, évidemment, on commence à discuter profondément. Alors, il va falloir qu'on sorte de cette crise pour réfléchir plus profondément. Et l'histoire maintenant, comment voir ces crises? Ils arrivent parce qu'il y a des patterns qu'on n'a pas réglés. C'est ancré dans l'histoire, même si c'est comme si c'était nouveau. On va y revenir. Je vois savoir exactement quelle solution, qu'est-ce qu'on devrait faire pour tirer des leçons et des actions de ça. Maintenant, Laura, j'aimerais revenir à vous, Laura. Vous nous avez rappelé de penser à la perspective qu'on a. Et aussi, il faut se rappeler qu'on est des êtres humains avec nos expériences. Comment faire pour entrer dans cette perspective historique et qu'on saisisse toute cette diversification? Il y a des étudiants, des universitaires. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour qu'il y ait des voix diversifiées qui puissent être entendues? Merci pour la question. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ça touche les personnes de partout. De la pandémie. Nous, à l'université, on mettait tout ça en ligne, on essayait de gérer nos cours. Et il y avait plusieurs enseignants qui ont décidé qu'au lieu de demander les examens, etc., pour des étudiants, ils allaient demander des journaux. Ils ont demandé aux étudiants d'écrire qu'est-ce qui se passait à chaque jour dans leur vie. C'était pour créer un document historique qui pourrait être contribué à une archive plus tard dans le futur. Alors, c'est un exemple, je pense, très, très pratique sur qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, so it was university professors and students who were putting these journals together. Alors,
ils écrivent ces journées quotidiennes. C'est très important, cette question. Qu'est-ce qui va être conservé et qu'est-ce qui va être documenté pour l'avenir? On parle de médias sociaux, tout est sur tout le monde, enfin presque est sur les médias sociaux. Et peut-être qu'il y en a qui sont de plus modérément, mais en fait, il s'agit de penser tous ceux dans tous les domaines de la vie qui réfléchissent à la situation, et que ce soit des gens qui sont privilégiés ou pas. Et pour constituer ce dossier, ces registres et historiquement, les archives ont de la difficulté à recueillir des données sur ces crises parce que les gens ne prennent pas le temps d'écrire et d'y réfléchir. Dans l'histoire, les gens prennent des décisions rapides, immédiates. Peut-être qu'on doit se fuir ici, comment garder la famille en sécurité. Alors, voyez, avec ce mouvement, avec les gens, les émotions, c'est difficile de saisir toute cette histoire. Ce n'est pas éthique de dire à un réfugié, ah oui, vous avez passé à travers plein de circonstances, peux-tu écrire ce que tu as vécu? Alors, voyez, alors, il y a la technologie, on essaie de voir qu'est-ce que la population, les gens vulnérables essaient de vivre. Il y a des questions comme nous, rechercheurs. Est-ce qu'on doit poser des questions sur des communautés vulnérables? Je sais qu'on veut constituer des dossiers, mais il s'agit de voir comment le faire de façon à ce que ce soit respectueux. J'ai beaucoup de choses à dire. Autre chose aussi je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui permettent de documenter la pandémie. Le Smithsonian a fait un appel. Et il y a une question aussi de longévité. Il y a des communautés, mais souvent, il n'y a pas de ressources pour soutenir cette mémoire à l'œuvre pour documenter tout cela. Je pense qu'on a besoin de penser au-delà de l'immédiat et essayer de voir comment on va conserver, comment on va garder ça à long terme pour qu'on ait des dossiers. Vous avez dit aussi, Laura, que les chercheurs devraient poser la question différemment aussi. Quel exemple auriez-vous en tête? Un exemple concret? Quel genre de questions par rapport à ce qu'on faisait avant et maintenant, comment on pourrait poser les questions? Merci beaucoup aussi pour cette question. J'ai beaucoup réfléchi à ça en matière de recherche pour les différentes communautés et aussi pour les autres chercheurs, pour regarder, par exemple, la protection des enfants, tout ça. Mais il y a d'autres militants de la société civile qui sont prononcés. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est important pour tellement de raisons, dès qu'on a eu la pandémie, je travaillais avec des groupes communautaires. J'aidais les femmes en situation de violence. Ce n'était pas le temps de dire « Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé dans les années 30? » Vous voyez? Alors, dans le cadre du processus, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse à la façon dont mon travail comme historienne puisse tenir compte de ce que la communauté veuille comme recherche. Il faut aussi que la pandémie, en fait, la pandémie m'a fait penser à la façon de m'assurer que le travail que je fasse ne soit pas imposé sur la communauté, mais qu'il soit aussi à leur service ou qu'il réponde à leurs besoins. Et peut-être que ce n'était pas tout à fait le cas avant. J'allais dans toutes sortes de directions au niveau de la recherche universitaire, mais la pandémie m'a fait penser à écouter davantage, prendre davantage d'arrêts, de pauses. Peut-être c'est une façon de s'assurer que la recherche qu'on fait soit utile et pertinente parce que les gens posent des questions et tout ça. Évidemment, ça a évolué au fil de la pandémie, mais je pense qu'il y a des questions qu'on pose qui sont plus amplifiées, disons.
Et moi, dans mon cas, comme chercheuse, il faut que j'écoute ces changements. Oui, j'ai une question aussi pour Cheryl, mais je vais revenir à vous dans une minute. Adèle, je sais que vous et Mary Jane McCollum, vous avez utilisé des histoires pour voir comment le racisme, le colonialisme sont ancrés dans notre système de santé, par exemple. Bon, avec la pandémie, la crise, ces disparités, est-ce que ça affecte ces communautés particulières? Oui, certainement, c'est clair. En ce moment, dans la pandémie, la COVID et comme d'autres pandémies aussi, n'ont euh, n'ont pas un impact égal sur la société. Ça dépend des classes, des races, ça dépend des âges. Comme Cheryl l'a dit, ça révèle des fossés qui existent entre tout ça. Et au Canada, maintenant, les impacts sont disproportionnés à différents endroits. Et c'est de plus en plus clair que les communautés autochtones sont surtout touchées dans cette deuxième vague. Je vis au Manitoba. Il n'y a pas eu une vraie première vague. Il y a eu quelques cas au début et ça a disparu à l'été, mais la deuxième vague nous a frappés comme une tonne de briques, si je puis dire. Et ça a été le cas surtout pour les réserves des Premières Nations et aussi mais à moindre niveau pour les Autochtones qui ne sont pas sur réserve. Donc, encore une fois, on voit pas les effets de quoi que ce soit sur ces gens. On voit l'effet de pattern de ce que les gens font. On voit l'effet de pattern de la vie quotidienne. Et oui, dans l'infrastructure aussi, la capacité de se laver les mains, de vivre sur une communauté où il n'y a pas d'eau potable. Donc, on voit tous ces impacts-là. Et c'est un moment où je pense que là, on le voit très clairement. Pour revenir à ce que Laura a dit, les archives s'accumulent autour de nous et je pense qu'on a aussi besoin de faire de notre mieux pour plaider en faveur de la création de dossiers qui vont rendre l'histoire visible. Une des choses souvent qu'on a de la difficulté, c'est les archives, les dossiers, parce que c'est ça, le trésor de l'histoire se trouve là. Une des choses qu'on voit aussi pendant cette pandémie, c'est beaucoup de personnes qui soutiennent que des gens de la santé, des administrateurs des services de santé doivent créer des données, des dossiers qui nous permettent d'enregistrer ou toutes ces disparités dans les crises et les maladies. On a besoin de ça pour pouvoir faire ce qui est nécessaire, parce que ce n'est pas une expérience universelle ou neutre, mais qui diffère d'une communauté à l'autre. C'est le genre de soins de santé, par exemple, sur les réserves qui n'existent pas comme ailleurs. Il y a une question aussi pour Adèle. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette question aux communautés autochtones? Parce que vous n'êtes pas autochtone vous-même et vous êtes passionné par ce sujet-là. Vous consacrez votre travail à cette question. Moi, j'ai grandi en Colombie-Britannique, dans une famille blanche, et j'ai toujours été fascinée par le passé, l'histoire du passé, qui peut inspirer le présent. Et ce qui m'intéresse, et ce que l'histoire nous aide à comprendre, c'est d'avoir des discussions vraiment critiques comme non autochtones et historiennes. Je
me suis engagée dans cette voie. Je vis à Winnipeg, où il y a beaucoup d'Autochtones. Et la joie pour moi, c'est d'amener, de participer avec cette communauté, avec mes enfants, la générosité de ces gens et aussi la capacité énorme de résilience. Une ville où il y a beaucoup d'Autochtones, mais aussi, je comprends quelqu'un qui a mon histoire dans ce contexte. Et qu'est-ce que c'est que d'être un colon, un colonisateur? Et comment nous allons développer des façons de voir le passé, comprendre le passé et être davantage responsable. La façon dont le colonialisme a créé les conditions de vie que vivent beaucoup d'Autochtones. Alors, ça, c'est vraiment l'histoire qui peut répondre à ces questions. Donc, le livre dont vous avez parlé avec Mary Jane Logan de l'Université de Winnipeg, elle offre une vidéo dans le cadre de cet événement et je vous incite tous à le voir. Ah, magnifique. Alors, on la salue. Alors, c'est une... De votre côté, vous avez consacré votre travail à la défense des intérêts des jeunes Canadiens. Vous êtes jeune vous-même, donc je vois que ça fait beaucoup de sens aussi. Comment est-ce que vous voyez l'impact, justement, parce qu'on parlait de ça au début, de la pandémie sur les jeunes jusqu'à présent, et c'est quoi ces impacts-là? Parce que vous avez dit que ça affecte une partie de la population beaucoup plus, comme vient de le dire Adèle d'ailleurs, des gens des communautés culturelles, des minorités visibles, les Noirs, les Autochtones. Vous, dans votre cas, vous avez vu aussi des disparités chez les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler exactement de quoi on parle là? C'est quoi les impacts de cette crise sur les jeunes maintenant et peut-être à long terme? Avec grand plaisir. D'abord, j'aimerais simplement revenir sur certains éléments qui ont été présentés par Adèle, notamment sur le système de santé. Je pense qu'il y a quand même un des éléments positifs de cette crise-là. Moi, ça m'a fait réaliser quand même qu'on avait un filet social au Canada qui nous permettait de se sortir de cette crise-là beaucoup mieux que d'autres États à travers le monde, et particulièrement une comparaison intéressante avec nos voisins du Sud, où au Canada, lorsque les tests de COVID ont été disponibles, on n'avait pas besoin de se demander est-ce que j'ai les moyens d'aller passer un test, est-ce que je vais pouvoir me faire soigner. Le système de santé au Canada est tout de même très accessible et je pense que nos résultats puis notre réponse sanitaire en raison de notre filet social puis de l'accessibilité au système de santé qui est très importante au Canada, je pense qu'on a réussi à s'en sortir. Puis le choix de devoir dire je vais me faire soigner ou je vais passer un test si j'ai de l'argent seulement, on ne peut ou pas ce dilemme-là du tout au Canada. Et ça, je pense que c'est quand même un privilège duquel il faut être reconnaissant dans une situation comme ça. Maintenant, comment la crise affecte les jeunes? Je pense que chacune des générations est affectée par cette crise-là, mais chacune l'est différemment. Et ce qu'on remarque chez les jeunes, c'est qu'il y a des variables très précises où les jeunes sont surreprésentés. La première qui me vient à l'esprit, c'est évidemment tout ce qui touche les pertes d'emploi. Ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes ont été beaucoup plus nombreux à perdre leur emploi, souvent parce que ce sont des emplois qui sont plus précaires, souvent parce que ce sont des emplois qui sont à temps partiel, parce que les jeunes doivent les combiner avec leurs études. Donc, beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi pour subvenir à leurs besoins, pour pouvoir être en mesure de payer leurs études dans certains cas. Donc, il y a une énorme incertitude qui a été créée au niveau du travail pour les jeunes. Je vous dirais même qu'il se répercute au niveau des opportunités d'emploi. On est aux prises avec beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui étudient, qui travaillent fort, qui voyaient un avenir devant eux se dessiner, qui là, tout d'un coup, se demandent, est-ce que mes études ont servi à quelque chose? Est-ce que je vais avoir un emploi dans le domaine que je souhaite? Est-ce que le secteur dans lequel je veux travailler, manufacturier même, va continuer d'avoir des emplois? Il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Donc, cette incertitude-là pour les jeunes qui sont à un moment de leur vie où toutes les opportunités se présentent devant eux, où tout leur choix de vie s'oriente, la constitution d'une famille, le départ de la maison pour certains,
l'achat d'une propriété, les choix professionnels, académiques. C'est une période où il y a énormément de décisions à prendre qui sont difficiles. Et là, avec ce climat-là d'incertitude, je pense que ça explique que les jeunes aient beaucoup de difficultés. Et on le voit aussi en termes d'impact sur la santé psychologique des jeunes. Je pense que cet impact-là est très, très dur. Le fait d'être isolé, de ne pas avoir de contact humain à une phase de notre vie où on se développe en communiquant avec les autres, en argumentant avec les autres, en rencontrant des gens qui ne pensent pas comme nous, qui viennent de milieux différents des nôtres. Je pense que d'être privé de ces contacts-là pour les jeunes, ça a un impact très difficile du point de vue de santé psychologique. Je pense qu'il faut s'y attarder puis en parler davantage de ces enjeux-là. Profiter de la pandémie un peu pour briser certains tabous peut-être qui restent autour des problèmes de santé psychologique. Totalement. Simon, je vous demanderais rapidement quand même, bien que c'est plus apparent, mais pourquoi vous avez pris ça comme cheval de bataille? Vous êtes avocat, vous aurez pu aller pratiquer le droit dans un gros bureau d'avocats, etc. Vous êtes dédié à cette partie de la population, c'est les jeunes. Pourquoi cette vocation? Oui, puis je pense que je vais toujours le faire. En fait, je pense qu'à partir du moment où on s'implique dans une organisation, qu'on fait du bénévolat, quelle qu'elle soit, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse. Puis c'est tellement enrichissant d'apprendre du contact d'autres personnes qui s'impliquent, qui ne pensent pas nécessairement comme nous, qui ne viennent pas des mêmes milieux que nous. Et je pense que c'est une contribution qui est non seulement tellement importante dans les communautés, mais qui est aussi enrichissante et valorisante pour chaque personne qui s'implique. Il y a des choses qu'on n'apprend pas autrement qu'en se mettant les deux mains dedans. Et je pense que l'engagement comme ça en fait partie. En fait, il y a deux options. Soit on est spectateur de ce qui se passe autour de nous, puis on laisse les choses aller, ou on se dit, ben non, j'ai envie de contribuer aux discussions, j'ai envie de proposer des solutions, j'ai envie d'aider la société à avancer plus vite que ce qu'elle ferait naturellement si tout le monde fait les choses de son côté. Je pense qu'à partir du moment où on se rend compte que notre engagement a un impact, quel qu'il soit, il n'y a pas de grosses implications puis de petites implications. Quelque implication que ce soit, peu importe le milieu, peu importe l'organisation, ça fait avancer notre société. Et je pense que c'est ça la solution pour la suite des choses. Et je sens qu'il y a un engouement de la part des jeunes, notamment, de s'impliquer. Et pour moi, c'est encourageant pour la suite. Ah, ben c'est super. C'est de la musique à nos oreilles, tout ça. On voit que l'avenir est prometteur avec des jeunes comme ça, comme vous, Simon. Cheryl, I'd like to... Cheryl, j'aimerais vous poser une question sur ce qu'on dit sur la crise. On entend plein de choses dans les réseaux sociaux. La façon dont on formule les choses, la langue qu'on utilise, et aussi au sujet de votre activisme en matière d'antiracisme, Black Lives Matter. Oui, je me considère encore une jeune, vous savez. Dans une autre décennie, mais les mots, vous voulez dire qu'on utilise la langue qu'on disait? Oui. Je dis toujours, quels que soient les mots que vous utilisiez ou la langue, il y a, comment dire, ce n'est pas des mots, mais il y a des expressions qui sont un peu unifiées. Quand je vais dans des endroits où je ne parle pas la langue, je suis toujours en mesure de comprendre les gestes, le mouvement, et je dis, ah oui, je sais de quoi tu parles, même si je ne sais pas de quoi il parle. Alors, moi aussi, je suis quelqu'un qui est d'ascendance africaine. Mes parents sont aussi des Antilles. Alors, dans les Antilles et dans la culture antillaise, on lit toujours entre les lignes, vous savez. Il y a toujours de mots qui sont, c'est pas nécessairement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils veulent dire. Alors, il faut juste être attentif à ce qui n'est pas dit, le non dit. Et aussi, je regarde beaucoup la gestuelle
Même si je ne suis pas experte, je pense que c'est fascinant. Essayez, regardez les leaders en conférence de presse, regardez leur gestuelle. Ça en dit beaucoup sur la façon dont ils gèrent la crise, sans parler de nos leaders ici en Ontario. Lui, il ne bouge même pas ses bras. Et moi, je dis que c'est très, très troublant parce que lui, il n'y a pas de mouvement, pas de gestuelle et il dit quelque chose qui pour transmettre quelque chose d'émotif et lui, il est au neutre et moi, je me dis: «Oui, mais qu'est-ce qui se passe derrière les portes fermées qu'on ne connaît pas?» Alors, en termes de langage, parfois et je l'ai dit aussi dans mon vidéo, c'est pas ce que les gens disent très souvent. Pour moi, souvent, c'est, le pouvoir est là dans le non-dit. Et relié à mon travail, c'est intéressant aussi parce que et Laura, on en a parlé aussi par courriel, parce que moi, je me suis, jamais considérée historienne. Même, aujourd'hui, les gens disent: «Hey, écoute, c'est un peu d'histoire ce que tu fais». Mais non, je n'assume pas ce titre-là parce que je raconte des histoires. Je je suis dans la tradition africaine, de raconter. Je raconte, j'utilise le passé pour raconter les histoires, mais je raconte ces histoires, pour aujourd'hui. Alors, je ne dis pas historienne, ce que je dis: «Hey, voici ce qui s'est passé au 19e siècle. Regarde autour de toi, c'est encore ici. On le voit encore». Toutes nos institutions, par exemple, dont on parle là, la santé, les universités ont toutes été créées au 19e siècle et beaucoup de structures, de façon dont ça fonctionne, sont encore là. La hiérarchie a été établie au 19e siècle et je dis toujours aux gens: «Mais qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle?» Écoutez, il y a tellement de ce qui s'est passé à cette époque. En fait, on les a encore et on s'en est pas détaché. Alors, on parle du 19e siècle comme un changement catalyste. Finalement, c'est que le 20e, c'est juste un petit changement de choses qui existaient déjà. On a accéléré les choses, on a ajouté des choses, mais la base, c'était au 19e siècle. Pour moi, dans mon travail, ce qui m'a amené à cette réalisation, je pense que peut-être un cours que j'ai pris au collège, mais j'ai commencé à voir tous les liens entre ça. C'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que je me dis que si tu ne te rends pas compte qu'on s'accroche à des vieilles structures, alors là, pendant en COVID, quand les structures sont soumises à la crise, moi, je le considère comme étant un cadeau, le plus grand cadeau, parce que là, finalement, on peut mettre de côté des structures de 200 ans et en choisir certaines qui vont marcher pour nous au 21e siècle. Mais la question que j'avais pour vous, c'est vous êtes une femme noire, universitaire, professeure, vous êtes, dans un environnement en quelque sorte privilégié, mais vous, ça a été, cette, recherche sur le Black Lives Matters, comment est-ce qu'elle a été pour vous? Vous m'avez dit avant, qu'il y a du bon, heu, là-dedans, mais est-ce que vous pouvez, développer? Oui, en fait, moi, j'adore ça. Quand j'entre dans une salle, qui dit qu'il ne voit pas de couleur, hein? Heu, on non, on est tous la même. Non, c'est comme si moi, ici, sur Zoom, dit: «Ah, je j'ai pas remarqué qu'elle portait un vêtement orange. Hein, comment ça se peut que tu aies pas vu le orange?» Alors, c'est la même chose pour la race. Le fait, c'est que vous devriez finalement voir ma couleur au lieu et me dire comment ça va. Alors, on n'est pas tous le même. Pour moi, à cause de ce qui est ressorti dans les conversations pendant la COVID, maintenant, je pense qu'on a plus de conversations plus profondes sur la différence. Je ne parle pas de diversité, mais comprendre les gens. Je pense que Laura en a parlé. Tout le monde en a parlé, que tout le monde a une réalité, vit une réalité différente et commence à voir les différences des gens. Là, on peut voir la similitude. C'est si, on fait comme si la différence n'existe pas, alors ce qui veut dire, c'est que si c'est un homme blanc hétérosexuel,
et le cherche chez tout le monde. Et c'est pas comme ça pour tout le monde. En fait, tout le monde est différent. Même si vous remontez dans l'histoire, ça n'a jamais été pareil pour tout le monde. Comme femme noire, en milieu universitaire, oui, ça peut être, je me sens seule parce que je me vois pas, n'est-ce pas? J'ai pas un groupe, de pairs, mais quand même, j'aime, beaucoup les analogies. Parfois parfois ça marche pas, mais ça marche. C'est comme être un arbre dans la forêt. Pensez-y à tous les arbres dans la forêt. Ils sont pas proches l'un de l'autre. En fait, il y a quand même une distance entre eux. Ils peuvent pas interagir et ils sont à des hauteurs différentes, mais c'est tous les mêmes arbres. Alors moi, c'est comme un arbre dans la forêt parce que c'est correct si j'ai pas quelqu'un qui est juste comme moi, pareil, pareil. Non, mais j'ai pas d'imiter ou de cour mais j'essaie d'être un arbre et en passant, je ne sais pas pourquoi je chuchote, mais j'ai regardé le documentaire, heu de Judi Dench est fascinant. Les arbres communiquent entre eux par, ce qu'ils libèrent au printemps que nous, on ne voit pas comme être humain, mais il y a des choses qui se libèrent et c'est comme ça qu'elles communiquent. Ah, c'est incroyable, ils ont une langue secrète, un langage secret. Je vous réassure. Heu, le temps file, c'est incroyable et je sais que des gens ont des questions. Alors là, c'est une magnifique conversation avec Adèle, Cheryl, Simon et Laura. Et alors là, maintenant, c'est à vous. Je vais voir si nous avons des questions. Donnez-moi une seconde. Une question de l'auditoire. Alors, je lis. Comment voyez-vous ce moment-ci comme un moment de changement pour les différents groupes, communautés que vous étudiez? Est-ce que c'est une opportunité de résultats positifs? Est-ce qu'il n'y a pas des résultats positifs qui vont ressortir de la pandémie? Attendez, attendez. Laura, d'abord. Est-ce que vous voyez ça comme étant une opportunité? Merci pour la question. Juste pour retourner à un point que Simon a fait par rapport aux jeunes, moi, j'étais vraiment frappée à quel point, en Ontario, en tout cas, on parlait des jeunes dans leur vingtaine et à quel point c'était un problème. Et pour moi, c'était vraiment frappant parce que c'était les mêmes jeunes qui allaient travailler dans les restos, qui travaillaient dans les épiceries. Alors, je pense que quand Cheryl parle de qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas, le fait qu'on parlait des jeunes dans leur vingtaine, mais on ne parlait pas à quel point eux, ils travaillaient pour nous aider durant la pandémie. J'ai trouvé ça vraiment marquant et j'ai hâte de voir qu'est-ce que les historiens dans le futur vont dire à ce sujet-là. Mais je réponds aux questions. Do I see this as a moment of opportunity? Est-ce que c'est un moment d'opportunité? Opportunité de résultats positifs. I do, and I'm going to be super quick. Oui. I'm going to say that it's disappointing that Quebec has suspended the private sponsorship of refugees. Oui, c'est dommage qu'on ait suspendu le financement de réfugiés, mais aussi, nous, ce qu'on fait pendant la pandémie, c'est on essaie de s'imaginer comment d'autres se sentent, comment on pourrait aider. Et cette empathie et aussi cette possibilité de s'imaginer ce que traversent ceux qu'on ne connaît pas, je pense. Là, on a passé, voyez, d'aider les voisins à aider des étrangers. Donc, on a pensé aussi à des gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Je pense que ça, c'est une véritable opportunité pour mener à davantage d'empathie et de soutien et d'humanitarisme. On va voir avec qui on va se connecter après tout cela. Est-ce qu'il va y avoir de véritables affinités? Il va y avoir, on va voir.
Il va y avoir différentes catégories d'expérience, mais on va parler de ce qu'on fait. Adèle, oui, alors merci pour la question. Une des choses que les historiens, auxquelles les historiens reviennent, bon, je vais pousser pour cela, c'est cette idée que le changement et le progrès ne sont pas linéaires, que parfois nous avons cette attente que l'histoire est comme une marche vers l'amélioration. Non, je pense qu'un examen sérieux de l'histoire des peuples autochtones et du colonialisme au Canada est un exemple manifeste qui montre la fausseté de cette idée. Une grande partie des périodes qui sont généralement présentées dans l'histoire canadienne comme étant des bons moments, l'expansion des droits et de prospérité accroissante, sont des moments où il y a la misère autochtone, la création de structures comme un système de santé où il y a la ségrégation, ou les pensionnats qui ont diminué les vies des Autochtones autant individuellement qu'en groupe. Mais cela étant dit, il y a certainement des choses qui semblent s'améliorer. Peut-être que nous allons obtenir quelque chose pour la service de garde nationaux que chaque premier ministre canadien, avec une seule exception, depuis les années 60, en tout cas tant que moi je suis en vie, ont dit que c'était une bonne idée, les services de garde nationale, mais qui n'ont pas livré la marchandise. Peut-être que ça va revenir cette fois-ci. Certainement, on avait des conversations à propos d'un revenu universel. Bon, ça a changé, cette conversation. Durant la pandémie, on a vu des discussions, surtout dans la deuxième vague, à propos des besoins pour qu'on ait plus de un système fédéral de financement des soins de santé qui est plus fort. Et les gens ont commencé à s'en rendre compte à la fin de la pandémie, à la fin de 1918 et 1919 aussi. Alors, dans certains sens, je ne pense pas qu'on puisse simplement fournir une idée simple de toutes les choses merveilleuses qui vont se produire. Non, on va voir certaines choses plus clairement, mais manifestement, il y a des conversations que nous n'avons pas voulu avoir et que ce moment de crise nous aide à commencer ces conversations difficiles. Alors, merci Adèle. Simon, il y a une question pour toi. Simon, peux-tu parler de l'impact sur les enfants plus jeunes? Vous connaissez l'impact sur les jeunes de cette pandémie? Absolument. Puis je pense que peu importe au stade où on se trouve, c'est très différent. Moi, je peux vous dire, j'ai un frère plus jeune qui a 10 ans plus jeune, donc qui est en plein cœur de son adolescence. Et je vois que ça l'affecte d'une façon tout autre que moi, qui est un jeune professionnel, par exemple. À l'adolescence, il y a bien une période où les rapports avec les autres sont particuliers, sont importants, puis sont cruciaux dans le développement. Je pense que c'est celle-là. Donc, des jeunes comme ça qui ne peuvent plus aller à l'école en personne, qui se retrouvent isolés, qui parfois ont des difficultés d'apprentissage et là se retrouvent avec un enseignement complètement à distance. Parfois viennent de milieux socio-économiques plus difficiles, qui n'ont pas accès à la technologie qui est nécessaire pour suivre des cours à distance. Donc, ça, vraiment, ça a été difficile pour les adolescents. Je pense que les plus jeunes aussi, peut-être même ceux qui ne comprennent pas la crise, je pense que sans comprendre pourquoi ça arrive, puis qu'est-ce que c'est exactement, auront saisi qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, qui aura bouleversé leurs habitudes, bouleversé leurs cellules familiales, juste dans l'énergie que les gens ont, les inquiétudes que les gens ont. Donc, ça aussi, je pense que ça va avoir un impact qui va laisser des traces et on va devoir s'assurer comme société, ce sera notre défi, que l'impact de cette crise-là soit la moins importante possible ou ait le moins de conséquences possibles sur les différentes générations. Il ne faut pas que cette crise-là qu'on a vécue, on traîne ces blessures-là trop longtemps. Il ne faut pas que les prochaines générations, juste d'un point de vue financier, parce que quand même, là, il y a un impact important d'un point de vue fiscal, il ne faut pas que le choix des générations futures non plus soit limité considérablement pour un épisode qu'elles n'auront même pas vécu. Donc, ça aussi, c'est un défi collectif qu'on a. Donc, je pense que c'est très varié, dépendamment de la tranche d'âge dans laquelle on se trouve, mais ça a bouleversé les jeunes et définitivement qu'il va falloir trouver des solutions puis tenter d'amoindrir le plus possible les conséquences négatives. Oh, wow. I have so many questions for you all. Wow, j'ai tellement de questions pour vous. On manque de temps, on a presque terminé, mais j'essaie quand même, en tout cas, je vais essayer de rentrer autant de questions que possible et j'espère que nous aurons le temps de passer au travers de toutes les questions. Bon,
quelque chose de commun dans tout le travail que vous quatre, là, c'est que vous travaillez avec des communautés marginalisées, bon, les Noirs, Autochtones, des communautés autochtones ou des réfugiés ou des migrants, alors des jeunes. Alors, ça, c'est un aspect commun de vos recherches. Alors, comment est-ce qu'on peut égaliser le terrain pour tous ces groupes-là à l'avenir? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que nous laissons personne derrière? Et que devrions-nous faire brièvement? Cheryl, oui. La première chose, c'est qu'il faut se parler les uns les autres, n'est-ce pas? Bon, il doit y avoir de la communication entre les différents groupes. Comme je disais ceci l'autre jour, je pense que, au moins au Canada, il y a souvent pas d'occasion, par exemple pour des communautés noires, des communautés autochtones, de se parler les uns aux autres. Bon, ces réunions-là ne se produisent pas. Et l'autre chose, bon, après avoir parlé, c'est, bon, c'est intéressant parce que quelqu'un l'a même dit, je pense que c'était durant l'été, que on parle beaucoup durant la COVID, n'est-ce pas? Parce que c'est tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? On ne peut pas vraiment aller faire de l'organisation qu'on pouvait faire avant le COVID. Alors, il y a beaucoup de conversations et je pense que si je comprends votre question, Fabien, c'est comment est-ce qu'on peut transformer la parole en action? Comment est-ce qu'on peut matérialiser nos paroles? Et moi, je dis que c'est la même chose que de penser au changement dans votre propre vie. Bon, la première chose, lorsque vous voulez changer quelque chose dans votre propre vie, quelqu'un va dire, écris-le, n'est-ce pas? Bon, si on veut changer quelque chose, écris les 3 choses que tu veux changer dans ta vie. Bon, écris 3 choses positives et 3 choses négatives. Et après les avoir écrits, pensez à une chose sur cette liste-là qui est tangible, une chose qui, c'est de l'action que vous pouvez vraiment atteindre. Et ensuite, faites-le. Honnêtement, faites-le. C'est ce que je dois vous dire. C'est comme une des choses qui nous empêche de vraiment avancer en tant que société, c'est que les gens parlent beaucoup et ensuite, ils trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. «Oh, je peux pas le faire, c'est trop difficile» et je dis: «Ah, c'est pas la bonne personne, c'est pas moi la bonne personne pour mener le mouvement». Non, non. Si vous avez l'idée, mais peut-être que vous êtes la personne pour l'implanter. Si vous n'êtes pas capable de le faire seul, faites une coalition. Demandez à un collègue, un ami, pour voir s'ils veulent se joindre à vous et devinez quoi? Bientôt, vous allez être en train d'organiser et vous ne saviez même pas que vous étiez un organisateur. Alors souvent, ce qui nous empêche de changer, de transformer les paroles en action, c'est qu'on commence à penser à quel type de personne qui pourrait le faire. Et ils n'ont pas l'air de vous, donc vous vous arrêtez vous-même d'agir. Non, en ressortant de COVID-19, les gens vont devoir se rendre compte que, comme je l'ai dit, si vous avez l'idée, c'est bien. Si vous, la personne qui devrait l'implanter, et si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire seul, commencez à parler à vos amis, collègues, des voisins, familles, les jeunes, et trouvez-vous des alliés. Et si vous n'êtes pas l'activiste, ou peut-être que vous êtes l'écrivain, ou vous n'êtes pas l'activiste, ben, écrivez les matériaux et embauchez les activistes, ou faites que les activistes travaillent avec vous. Alors, votre rôle, plutôt que d'essayer de tout faire seul, il faut trouver les alliances. Alors, c'est comme ça qu'on peut transformer les mots en action. On peut tous faire partie de la solution à différentes étapes, dans différents rôles. Bon, Laura, comment est-ce qu'on peut égaliser le terrain, si on peut dire, pour les marginalisés, les réfugiés, ainsi de suite? Comment est-ce qu'on peut rendre ça, le terrain plus égal? Ou, oh, j'aimerais avoir une bonne réponse, vraiment. Je ne sais pas si ça a été mis dans la vidéo que j'ai fait pour ceci, mais je me débat beaucoup avec le terme marginalisé, en partie parce que ça suggère que les expériences des gens sont marginalisées. Lorsqu'on parle des gens marginalisés, des communautés marginalisées, moi, c'est pour ça que j'ai utilisé plutôt l'expression. J'ai essayé d'éviter ce libellé de marginalisé parce que je pense qu'on doit comprendre que les expériences des gens sont différentes, mais tout le monde a des vies riches, complexes et pleines. Et il faut vraiment qu'on comprenne que les gens vivent leur vie différemment, n'est-ce pas? Alors, pour revenir à ce que Cheryl dit à propos d'une conversation, il y a plusieurs années, j'ai vu, enfin, j'étais dans une réunion entre des aînés autochtones et des réfugiés. Et c'était extraordinaire pour moi parce que la conversation était différente que d'autres conversations que j'avais déjà vues, là où, bon, personne ne disait pas, personne ne disait, ah, nos expériences sont les mêmes. Non, non, mais il y avait une compréhension, une impression implicite qui a permis à la conversation d'avancer. Bon, c'était pas juste d'expliquer ses expériences, non, ça avait été reconnu. Et j'imagine que
si je pense à comment on pourrait avancer à l'avenir, j'aimerais ça qu'on puisse, qu'on n'ait pas besoin de réexpliquer continuellement les mêmes choses, où il puisse avoir un niveau de compréhension qui nous permette ensuite d'imaginer des possibilités. Je pense que peut-être que nous avons bougé dans cette direction-là durant la pandémie, mais aussi durant les dernières années, mais vraiment, je pense que de s'expliquer les uns aux autres qui nous sommes ne suffit pas. Il faut qu'on soit capable d'avoir confiance les uns aux autres. Et en tout cas, je divague un peu, là, mais une des choses que j'ai trouvé fascinantes durant cette pandémie, en fait, 2020, c'est un de mes étudiants diplômés. De quelle partie de l'année 2020 est-ce que tu vas décrire? Moi, je dis toujours des choses critiques à propos du gouvernement, mais en fait, j'ai dû avoir confiance en gouvernement, au gouvernement. Et ça, c'est difficile. Néanmoins, on voit des gens qui n'ont pas confiance en l'information, qui n'ont pas confiance en la science. Et cette pensée, cette capacité d'avoir confiance, je pense, est vraiment importante et probablement une partie de la solution. Alors, je vais arrêter de divaguer maintenant, mais c'est fascinant pour moi, cette question que vous avez soulevée. C'est pas du tout de la divulgation, Laura. C'est très intéressant. Merci. Je veux que tout le monde euh, puisse répondre à cette question très bonne. Adèle, comment est-ce qu'on peut égaliser, si on peut dire, le terrain de jeu pour tous les groupes, pour que tout le monde ait des chances égales? Est-ce qu'on devrait le faire maintenant et faire des changements maintenant et comment? J'imagine juste pour continuer suite au commentaire précédent, une des choses qu'on peut faire, c'est penser à comment les expériences en égalité ne sont pas naturelles. Elles sont produites par des systèmes. Et ce sont des systèmes qui peuvent changer et qui ont changé. Et une des choses radicales à propos de l'histoire, c'est qu'elle nous fournit avec des exemples du fait que la société a changé parfois dans le passé. La société a changé de façon qu'on pourrait percevoir comme étant positive ou négative. Mais ce que cela fait, c'est que ça nous donne ce noyau de connaissances que les choses peuvent changer à l'avenir, que ces choses-là ne sont pas coulées dans le béton et que nous avons la possibilité d'exiger quelque chose de différent. Comment on fait ça? Dans le contexte histoire, je pense qu'il faut aussi penser, il faut penser de façon proactive à propos des questions de représentation et d'équité dans la profession et à l'intérieur, bon, des universitaires en général au Canada. Et c'est une conversation qui vraiment s'est affinée durant les 5 dernières années. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous suivre attentivement, parce que je pense qu'on doit penser à des manières, en tout cas, de façon au quotidien, comment est-ce qu'on peut changer qui est dans la salle. Et il faut aussi qu'on réfléchisse à, bon, Sarah Ahmed, bon, ce dont elle parle, bon, les politiques, les citations, qui nous lisons et de qui nous parlons et de quels points de vue sont rehaussés et lesquels sont laissés de côté. Et on peut changer ces patterns-là, même à l'intérieur de notre propre pratique en tant que professeur et en tant que chercheur. Simon? Les choses pour ne laisser personne en arrière, comment on égalise les choses. Tellement d'accord avec ce que les collègues copanélistes ont dit. Peut-être ajouter que c'est en abordant tous les enjeux dont on a identifiés aujourd'hui, je pense que c'est important de les aborder de façon transversale, d'arrêter de les aborder individuellement en silo. Je pense qu'il y a une partie du travail qui est important pour bien mettre en lumière toutes les réalités puis toutes les particularités que certaines communautés vont vivre. À partir du moment où le constat est fait, il faut, dans chaque décision qui soit prise, non seulement par nos gouvernements, mais par nous individuellement comme individus, comme organisation, comme personnes qui s'impliquent, comme citoyens, comme travailleurs, on doit se demander qu'est-ce que mes décisions, qu'est-ce que mes gestes, qu'est-ce que nos politiques ont comme impact sur des communautés qui sont plus fragiles. Et je pense que si on fait cet exercice-là, dans l'ensemble des décisions, des gestes qu'on porte, je pense que ça aura un impact positif et que ça nous rapproche d'une société qui va être meilleure, qui est plus juste. Bien dit. La question que j'ai envie de vous poser, I'd like to know now J'aimerais that savoir maintenant que nous avons passé dans cette pandémie, il est encore en cours, on ne sait pas quand ça va se terminer. Alors, en gros, votre milieu de travail, votre façon de travailler a subi un impact. Alors, comment est-ce que vous allez
Comment est-ce que vous faites du changement malgré cette situation? Comment est-ce que votre travail évolue et comment est-ce que les choses vont en tant que leader et défenseur de ces choses-là? Simon, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous le faire? Je pense que ce qu'il faut retenir de la pandémie, c'est l'adaptation. Ça fait ressortir nos qualités à nous adapter. On ne pourra plus faire ce qu'on faisait avant et c'est notre capacité à nous adapter, à se remettre en question, puis à identifier des opportunités qui sont amenées par la pandémie qui vont nous permettre de nous sortir de cette crise-là. Je pense que notamment tout ce qui a lieu virtuellement, il y a des côtés négatifs, mais en termes d'accessibilité, je pense que ça peut nous rapprocher, je pense que ça peut rejoindre davantage de personnes, puis qu'on doit adapter notre travail à cette réalité-là. Ça nous permet peut-être de plus entrer en contact avec certains groupes, notamment les jeunes, qui sont particulièrement présents avec les technologies de l'information. Donc, peut-être des gens avec qui on avait peu de chances de communiquer, mais là, en utilisant ces plateformes-là, on va pouvoir mieux les rejoindre. Donc, je pense que c'est d'oser repenser nos pratiques, de sortir du confort qui était de faire les choses comme on les a toujours faites, puis de se dire comment je pourrais m'adapter à la situation, puis aller de l'avant pour avoir un impact plus grand. Je pense que c'est ça notre défi. Embrasser la technologie et le changement pour en faire quelque chose de positif. Cheryl, what about you? Cheryl, à propos de toi, comment est-ce que vous essayez de faire des changements dans votre travail maintenant? Comment est-ce que vous voyez votre travail évoluer au travers de toute cette situation pour demeurer efficace et de continuer de faire du changement? Moi, j'ai pas compris. Oh. Mon travail continue comme il a toujours été. Alors, ça ne changera pas votre façon de travailler parce que vous travailliez déjà dans le monde virtuel auparavant? Est-ce que c'est pas... Non. Ce que je veux dire, c'est que la mécanique du travail, bien entendu, va changer. Bon, je ne vais plus sur le campus, mais j'ai toujours posé des questions critiques dès que j'ai sorti du baccalauréat. Je n'ai jamais eu peur de parler de la race et des choses comme ça. J'ai toujours fait ces choses-là difficiles et je vais continuer à le faire. Je n'ai jamais évité des questions difficiles qui causeraient peut-être des malaises. Je l'ai fait et je vais continuer à le faire. Alors pour moi, rien vraiment n'a changé dans la pandémie. La seule chose qui a changé, c'est que tout à coup, il y a beaucoup d'intérêt dans ce que je dis. Vous vous sentez comme si vous existiez maintenant. Oui, je n'ai plus besoin de chercher des publications, des occasions pour parler publiquement. Elles viennent vers moi et quand je suis sur la vague. Comme les surfeurs, il y a une marée haute et une marée basse. Ne mettez pas ça dans l'univers. Continuons avec la marée haute. Oui, c'est important. C'est le cercle de la vie. Vous ne pouvez pas avoir la marée haute tout le temps. Vous avez besoin de marée basse. C'est comme ça que ça fonctionne, les cycles. Tout comme vous ne pouvez pas toujours être heureux, vous devez être triste de temps en temps. C'est comme ça que vous pouvez connaître le bonheur. Ce que je vous dis, c'est que durant cette pandémie, je veux que tout le monde, dans ma propre vie, je me suis rendu compte que vous ne pouvez pas avoir le bon sans le mauvais. Ce sont les dualités de la vie. On essaie toujours de chercher les bonnes émotions, les bons temps, mais on ne se rend pas compte que ces bons temps deviennent seulement bons parce qu'on a passé au travers des parties difficiles de la vie. Alors pour moi, parce que ma vie en tant que femme noire au Canada et dans l'université, il y a eu beaucoup de choses comme ça, des hauts et des bas, plus que comme ça, j'ai toujours eu besoin de manœuvrer, m'adapter à ces choses-là et d'être souple. Alors la pandémie n'a fait que je sens que c'est une expérience collective. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde passe au travers de cette même situation. Alors, il y a un certain réconfort dans ça. Et pour moi, en tant que personne, pour moi, c'est mardi. Alors, est-ce que vous vous sentez plus écouté maintenant, Cheryl? Bon, vous avez parlé, vous n'avez pas des questions toutes ces années-là, mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus écouté maintenant? Non, c'est pas que je me sens plus écouté. Je pense que les gens déjà écoutaient ce que je disais, si je peux le dire, là, mais en tout cas, j'avais déjà une voix, les gens m'entendaient. Et ce que je dis, c'est que, si je m'enlève moi-même de ma vie, les histoires que je raconte sont des histoires qui sont entendues sur d'autres plateformes. Moi, si vous regardez vos journaux, les médias sociaux, il y a beaucoup de contenu qui résonne avec les gens qui peut-être ont l'air de moi, alors qu'il y a peut-être un an, mettons, c'était moins. Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Alors, Adèle, comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu vois votre travail? Est-ce que votre travail va être
doit subir l'influence? Est-ce qu'il doit évoluer, changer? Comment est-ce que vous pouvez continuer à faire du changement avec votre recherche et ainsi de suite? Bon, pour revenir à ce que Simon disait à propos de la jeunesse, mais d'une autre direction, moi, je pense qu'en tant que parent, cette pandémie a eu une histoire particulière. Mes enfants sont, sont un petit peu plus vieux maintenant, ils sont plus à la garderie, mais certainement, ce que cette pandémie a fait pour les parents qui travaillent, surtout les mères qui travaillent, a eu, en tout cas, c'est quelque chose qui, selon moi, on doit garder en tête à ce stade-ci où les choses changent beaucoup. Et qu'est-ce que cela fait aux enfants aussi? Et les institutions, souvent, ils dépendent beaucoup de ces institutions-là. Et c'est souvent difficile de comprendre l'histoire des enfants et de travailler après les enfants. Alors moi, j'espère que c'est une chose qu'on peut garder en tête. On pensait comment cela a changé le quotidien pour nous tous. Mais moi, la pandémie, c'est peut-être 60 du temps que j'y pense. J'essaie de ne pas y penser, mais j'organise mes journées autour de la conférence de presse à 12h30 où on entend les nouveaux chiffres. J'ai beaucoup de conversations avec ma famille qui travaillent tous à la maison aussi. Et ça me rappelle aussi que lorsque j'évalue les moments historiques, lorsque je lis les moments historiques où les gens passent autrefois des choses comme ceci, souvent lorsqu'ils parlent de toutes sortes d'autres choses. Mais je me souviens jusqu'à quel point ces moments étaient difficiles, mais aussi comment la vie continue. Et cette combinaison de moments qui changent, des moments exigeants, mais aussi, bon, l'incertitude de la vie au quotidien et l'impact que ça a sur nous, c'est quelque chose que je vais garder en tête à l'avenir. Laura, comment est-ce que vous faites des changements durant ces temps difficiles et comment est-ce que vous voyez votre travail? Est-ce qu'il va changer, évaluer pour que vous puissiez continuer d'être pertinent? Comment est-ce que je vais continuer à être pertinente? Non, pas vous, votre travail. Oui, oui, mais bien sûr. Je pense que je vais répondre simplement en revenant pour parler de certaines choses. Non, Adèle, tu as parlé un peu plus tôt de l'inégalité qui n'était pas coulée dans le béton. Et moi, j'ai pensé beaucoup à toutes nos vulnérabilités, toutes nos précarités dans ce monde. Et il y a eu, selon moi, dans le travail que j'ai fait, lorsque je regarde l'histoire des mouvements de réfugiés, plus spécifiquement comment les réfugiés ont été reçus dans différentes parties du monde, il y a eu, je dirais, presque une arrogance aux États-Unis, au Canada, que nos pays, on accueille les réfugiés, on a toujours été accueillants, ainsi de suite. Non, mais en passant à travers la pandémie, ça m'a rappelé de plusieurs des mondes fragiles dans lesquels nous vivons. Bon, peut-être qu'on se sent en sécurité, mais ceci peut changer très rapidement. Lorsque je pense aux diverses communautés qui ont fourni de l'appui et du réconfort, on peut regarder durant l'histoire pour voir différentes instances où différents peuples ont eu, en tout cas, parfois n'ont pas été là pour aider ou soutenir, et parfois l'ont été. Alors, je pense beaucoup à cela aussi. Bon, je pense à comment les générations différentes, et j'imagine, pour revenir à ce que Simon disait, à comment différentes générations subissent l'impact et réfléchissent à cette pandémie, maintenant et à l'avenir. Bon, les aînés dans ma famille, bon, ma grand-mère qui est, bon, est très forte, bon, mes tantes qui sont plus âgées disent, ah, on ne va pas arrêter nos vies à cause de la pandémie. Alors, ces générations plus âgées où ont passé au travers le temps et de choses et sont si résilientes ne seront pas limitées par leur âge et comment nous percevons les gens plus âgés dans nos sociétés. Je pense que c'est très important. Bon, ils ont des histoires fantastiques des réfugiés indo-chinois, bon, qui sont âgés maintenant, mais qui ont passé au travers de temps incroyablement pénibles dans les années 70 et ont reconstruit leur vie de toutes sortes de façons. Alors, je pense que chaque génération peut nous inspirer. Et le dernier commentaire d'elle m'a fait penser à Matmire, qui est un écrivain fantastique et qui a fait du travail avec les Canadiens japonais qui étaient enfants lorsqu'ils ont été internés durant la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'ils parlent de... Bon, ils ont des souvenirs heureux parce qu'ils avaient le sens de la communauté. Bon, peut-être qu'ils ne voyaient pas les gens aussi facilement, mais dans les camps, ils se rencontraient. Et ce fut surprenant pour moi, une histoire surprenante. Bon, ça n'enlève pas la violence de
d'acharnement et de l'injustice de ces Japonais sur la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un rappel que les gens différents ont des expériences différentes et les générations différentes ont des expériences différentes. Et j'espère que mes enfants vont avoir certains souvenirs heureux durant cette année et pas seulement des souvenirs de moi disant « Ah, je dois aller à l'appel Zoom et aller faire vos devoirs. » Alors, oui, je pense que je vais arrêter là. Laura, j'aimerais te donner les derniers mots de la soirée. Bon, j'aimerais entendre tout le monde sur cette question. C'est tellement une inspiration de vous entendre tous et j'espère que c'est la même chose pour l'auditoire. Mais avant qu'on conclue la soirée, ma dernière question pour chacun des panélistes, c'est malgré la situation, bon, la crise, plus de polarisation, manque de contact physique et des mauvaises nouvelles qui s'empilent les unes par-dessus les autres. Bon, je ne vais pas tout donner les détails, là, mais malgré tout cela, nous avons encore ce sens de la communauté. Nous avons encore un sens d'être ensemble et d'empathie et d'espoir. Laura, quel est votre espoir pour l'avenir? Bon, je pensais que c'était mes mots de conclusion, ce que je venais de dire tantôt, mais je vous avais donné tout. Mon espoir pour le futur, j'ai l'impression que certaines personnes ont dû travailler si dur. Bon, nous avons tous eu des difficultés, mais il y a eu certaines vulnérabilités pour les gens avec des revenus moins élevés, des familles monoparentales. Je ne peux pas dire que j'espère que tout le monde qui a l'occasion de penser et de regarder vers un avenir plus verdoyant, mais mon espoir, c'est que les gens vont avoir un avenir plus équitable pour que les impacts de quelque chose comme COVID-19 ne soient pas si profondément différents. Alors, je pense que bon, je suis inspiré par la résilience, mais j'espère qu'il y aura un monde plus gentil, plus équitable. C'est un peu un cliché, là, mais c'est ce que j'espère. Non, c'est magnifique, Laura, c'est magnifique. C'est un excellent message pour notre communauté. Alors, merci. Cheryl, c'est quoi ton espoir pour l'avenir? J'espérais que tu me poserais la question ensuite parce que moi, mes espoirs sont peut-être pas aussi pleins d'espérance. Ce sera peut-être pas aussi positif que Laura, mais en tout cas, honnêtement, mon espoir pour l'avenir, c'est que les gens puissent venir dans ce monde tout comme ils se voient eux-mêmes. Moi, je veux dire ça pour tout le monde. C'est pas seulement à propos de la race, c'est pas seulement pour des genres, la classe, la sexualité, c'est les handicaps, c'est l'âge, bon, de toutes les manières. Parce que le monde, jusqu'à maintenant, les gens ont toujours pensé, bon, ils ont même dit, il faut mettre une façade. Non, mais j'espère que nous pourrons être au point où les gens n'auront plus de façade, qu'ils vont montrer qui ils sont à tout le monde. Magnifique. Adele, what is your hope for the future? I have many hopes for the future. J'ai beaucoup de souhaits pour l'avenir. But I guess I would hope that we can see power shift. J'espère qu'on va pouvoir voir le partage du pouvoir. Aussi qu'on pense à l'histoire qu'on enseigne, qu'on enseigne, qu'on écrit, et aussi parler de façon assez urgente du présent. Merci beaucoup, Adèle. Alors, vous avez Vos espoirs pour le futur. Ce que j'espère de tout cœur, c'est que justement, toute cette belle solidarité qu'on a construite dans nos communautés, tout ce qui nous a indignés pendant la pandémie, ce qui nous a donné envie de nous engager, ce qu'on a identifié comme étant des choses à améliorer, qu'on n'oublie pas ces choses-là et que même si la pandémie va s'estomper un jour, on l'espère tous et on sait que ça va arriver, que ce qui nous aura mobilisés, ce qui nous aura touchés, qu'on garde cette énergie-là à les défendre et que, comme Cheryl le dit, qu'on n'oublie pas ça, qu'on ne passe pas un autre appel, puis que ces combats-là, ces luttes-là continuent d'être menés de front. Alors moi, c'est ce que j'espère parce que je pense que c'est en vivant des épreuves collectives comme ça
qu'on devient tous meilleurs et qu'on peut s'améliorer. Alors, j'espère que non, le monde ne sera pas comme il l'était avant, qu'on va apprendre des leçons qui nous sont portées par la COVID et qu'on va agir concrètement maintenant pour vivre dans une meilleure société, tout simplement. Ça, c'est magnifique. Quelle belle note de fin. Alors, c'est sur ce qu'on va remercier nos panélistes. Alors, Simon Tellez, Laura Macodoro, Adele Perry, and Cheryl Thompson for their insight, for their great words and inspiration today. Merci pour vos réflexions, votre inspiration. Histoire Canada, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour ces belles rencontres dans le cadre de notre forum Histoire Canada de cette année. Thank you to all the panelists for Merci à tous les panélistes pour la magnifique présentation, les conversations et à vous tous de l'auditoire pour votre participation. Merci d'avoir assisté. Intéressant qui vraiment dégage de nouvelles pistes pour explorer notre passé, mais surtout aussi pour penser au futur. Would like to thank Power Corporation. J'aimerais remercier Power Corporation du Canada pour son soutien au forum et je vous rappelle de venir vous joindre à nous demain à 12h30 pour la deuxième partie du Forum Histoire Canada. Nous allons continuer cette conversation avec les récipiendaires 2020 des prix Histoire du gouverneur général avec des enseignants, auteurs, universitaires, bénévoles communautaires et plus qui vont partager leur travail et leurs réflexions sur l'enseignement et l'apprentissage en ces temps. Nous espérons vous voir parce que nous avons quelque chose d'extraordinaire pour vous. J'espère. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux. Et partagez aussi, allez sur la page pour vous enregistrer pour demain. Merci encore beaucoup tout le monde et j'espère que vous allez profiter de mon accent créole français en anglais. Merci à vous tous.